nous allons commencer par Édouard Ravier, qui est un intervenant local de l'étape. Nous avons dans tous nos intervenants des 2 jours 2 personnes qui sont basées au Mans. On essaye toujours d'avoir un spécialiste qui est à l'université du Mans. Donc voilà, c'est Édouard. Il est enseignant-chercheur depuis 10 ans à Le Mans Université, au laboratoire de planétologie et de géosciences. Et il est chercheur en sédimentologie et géomorphologie glaciaire. Et actuellement, ses recherches portent sur la reconstitution du fonctionnement des calottes glaciaires à grande échelle de temps. Édouard va nous parler de l'Arctique, un climatiseur en sursis. Donc c'est à vous pour une vingtaine de minutes. Merci. Alors, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents un samedi matin pour entendre un lot de bonnes nouvelles. Merci à l'équipe organisatrice des Carrefours de la Pensée de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Tout d'abord, la sensibilisation aux effets du changement climatique et la protection des mondes polaires. Alors, mon but ici, le titre de la présentation, c'est l'Arctique, un climatiseur en sursis. Je vais essayer de vous montrer comment les pôles, depuis des centaines et des milliers d'années, tempèrent la température globale de la Terre et que actuellement, ce climatiseur polaire est en train de se détraquer. Et donc, on en subit les conséquences jusqu'à nos latitudes et c'est ce que je vais essayer de vous présenter de manière synthétique. Alors, pour commencer, partons d'un constat global du réchauffement climatique planétaire, avec ce schéma que vous avez peut-être vu, c'est un diagramme, une illustration, qui permet de mettre en évidence le réchauffement climatique depuis l'ère industrielle. Donc, ce schéma s'appelle en anglais « warming stripes » pour bande du réchauffement. Ici sont représentées une bande par année, ce qui fait un espèce de code-barre. Et la couleur de chaque bande va correspondre à la différence de température entre l'année en question et la moyenne des températures avant le début de l'ère industrielle. Donc plus vous allez dans les couleurs qui sont, on va dire, couleurs chaudes, orange, rouge, plus votre réchauffement climatique est important par rapport à l'ère industrielle. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une tendance qui va du bleu vers le orange foncé. En 2020, nous avions une température globale qui était supérieure de 1,1 degré par rapport à l'ère industrielle. Et ce qu'on remarque, et vous l'avez certainement déjà entendu, c'est que chaque année, en ce moment, ces 3 dernières années, battent des records absolus de température. Et c'est ce que je vais vous montrer avec les 3 nouvelles bandes, 2022, 2023, 2024. En 2023, nous atteignons déjà 1,46 degrés d'augmentation de la température par rapport à l'ère industrielle. Et en 2024, les données ont été récemment publiées, nous atteignons une température de 1,55 degrés par rapport à l'ère industrielle. Donc si vous vous rappelez, les accords les plus ambitieux, l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris était de rester sous les 1,5 degré à l'horizon 2100. Il s'avère qu'en 2024, nous avons déjà dépassé ce seuil. Donc 1,55 degrés, ça correspond à l'année la plus chaude depuis au moins 125 000 ans. Alors ce réchauffement, il est très hétérogène. Actuellement, par exemple, en Europe occidentale, on est déjà plutôt de l'ordre de 2 degrés. À l'échelle planétaire, il y a des grands écarts de température, notamment entre les surfaces continentales et les océans. Les océans se réchauffent un petit peu moins vite que les continents. Et on va voir qu'il y a également une grande hétérogénéité à l'échelle de la planète, notamment quand on regarde les différentes latitudes. Donc là, vous allez avoir une petite animation. On a découpé la Terre en plusieurs bandes latitudinales. Et de la même manière, on a regardé l'évolution des températures en se référant à des températures moyennes mesurées entre 1951 et 1980. Donc, je vais vous montrer, je vais lancer la petite vidéo qui va vous permettre de voir
que plus on se rapproche de la période actuelle, surtout quand on passe les années 90, eh bien, ce réchauffement va être nettement plus important au niveau des pôles et surtout du pôle Nord, de l'Arctique. Donc, vous voyez, à partir de 1990, l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Actuellement, en Arctique, la température moyenne est déjà environ à plus 2,5 degrés, c'est-à-dire que le réchauffement est 2 à 3 fois plus rapide dans la bande polaire nord. De la même manière, si on regarde une autre petite animation qui est centrée sur l'hémisphère nord, vous allez voir que plus on se rapproche des années 2000, 2010, 2020, cette température au niveau du pôle Nord s'accentue. Actuellement, comme je vous l'ai dit, on a 2 à 3 degrés d'augmentation de la température sur toute cette bande nord, sachant qu'à certains endroits, notamment au niveau du Svalbard, on est déjà à des températures qui sont de l'ordre de plus 6 à plus 7 degrés par rapport à l'ère industrielle. Donc un réchauffement qui est 7 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Alors qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui finalement déclenche cette amplification des températures au niveau du pôle Nord? Eh bien, c'est beaucoup lié à sa géographie, et notamment lié au fait que le pôle Nord est principalement couvert de glace. C'est ce qu'on appelle la cryosphère, c'est l'ensemble de l'eau sous forme solide à la surface de la Terre. Au pôle Nord, on va aussi bien retrouver des calottes de glace, comme le Groenland. On va retrouver, bien évidemment, de la banquise qui couvre une grande partie de l'océan Arctique. Et on va trouver des glaciers qui sont plutôt nichés dans les montagnes. Et aussi, une autre partie de la cryosphère importante que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure, c'est le permafrost. C'est quelques mètres sous la surface du sol qui sont gelés en permanence. Donc, si on regarde la géographie de l'Arctique, en quelques chiffres, notamment concernant cette cryosphère. 75% de la surface totale de l'Arctique, donc qui correspond à cette zone située au-dessus du cercle polaire, environ 67 degrés nord, 75% de la surface est couverte par des océans. 50% de la surface totale est couverte par de la banquise, sachant que entre l'été et l'hiver, cette extension est différente. On est plutôt de l'ordre de 20 à 30% en été et de 80% en hiver. 85% des terres émergées sont couvertes par du permafrost. Enfin, 10% des terres sont couvertes par de la glace, principalement au niveau du Groenland. Et c'est donc ça qui va avoir un effet climatiseur. Pourquoi? Parce que la cryosphère, elle va agir comme un grand miroir qui va réfléchir une partie de l'énergie solaire reçue au niveau du pôle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet albédo. J'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Et puis, un autre impact qui va venir un petit peu détraquer ce climatiseur, c'est le fait qu'on ait beaucoup de permafrost qui piège des quantités énormes de gaz à effet de serre. Donc l'albédo, c'est vraiment ce qui a pour conséquence de faire l'effet climatiseur, c'est-à-dire qu'une surface blanche, comme de la neige, de la glace, des nuages, de la banquise, va réfléchir une partie importante de l'énergie solaire reçue. Ce qui, du coup, a pour effet de climatiser, entre guillemets, cette partie du globe, puisqu'il va y avoir moins de chaleur qui s'accumule à sa surface. En revanche, quand on a des surfaces beaucoup plus foncées, comme l'océan, comme certaines terres, eh bien, ça va agir comme des puits de chaleur, c'est-à-dire que la température les rayons, enfin l'énergie solaire va s'accumuler davantage à la surface de la Terre, va être absorbée, et ça va avoir pour conséquence de réchauffer davantage la surface du globe. Donc c'est un petit peu le même effet que vous avez certainement déjà expérimenté en plein été, quand il y a beaucoup de soleil, de porter un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. On ne ressent pas du tout la chaleur de la même manière. Donc vous avez deux images qui illustrent bien sur la droite cette différence d'albédo, par exemple en haut à droite, entre une banquise plutôt réfléchissante et un océan bleu foncé qui absorbe l'énergie solaire.
Et puis de la même manière, en bas à droite, vous avez la présence de glaciers qui sont en plein recul, et donc des surfaces plutôt blanches, réfléchissantes, laissent place à des surfaces sombres constituées d'un ensemble de sédiments, de pierres et de roches. Alors cet effet albédo, on le connaît bien puisque actuellement, il y a pas mal d'opérations de survie, on va dire, des glaciers, notamment dans les Alpes occidentales, où on essaye de préserver les glaciers qui commencent à s'assombrir, à devenir de plus en plus opaques, en les recouvrant de bâches en plastique blanche pour simuler l'effet de l'albédo et donc essayer de retarder la fonte de la glace. Alors, dans l'albédo, ce qui joue un rôle important, c'est bien évidemment la banquise qui couvre une grande surface au niveau des pôles. Et si on regarde cette petite animation qui essaye de mettre en évidence les changements de la surface couverte par la banquise depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on voit une accélération de la disparition de la banquise à partir des années 2000. Et vous allez progressivement voir que la banquise, à la fin de la saison estivale, a diminué de moitié par rapport aux années 80. Dans les années 80, elle couvrait encore environ 7 millions de kilomètres carrés, soit presque 14 fois la France, alors que maintenant, on est plutôt autour de 3,5 millions de kilomètres carrés qui sont couverts par la banquise. Donc forcément, on va remplacer des surfaces blanches très réfléchissantes par des surfaces plutôt bleues qui vont absorber l'énergie solaire, ce qui va contribuer au réchauffement et à détraquer cet effet climatiseur. On a le même constat avec la calotte du Groenland. On voit que sa fonte s'accélère. On entend souvent parler d'épisodes pluvieux, même presque en hiver sur les pourtours du Groenland, ce qui ne se produisait pas dans le passé. Et actuellement, sur les 20 dernières années, le Groenland perd environ 280 milliards de tonnes de glace par an, ce qui correspond, si on faisait fondre toute cette partie, ça permettrait de remplir 3 lacs Léman par an, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc tout le pourtour que vous voyez là sur cette simulation qui devient de plus en plus orange, pourpre, eh bien ça correspond à des zones où le Groenland perd de la masse de glace. Ça correspond à une bande où on perd environ 6 mètres de glace, donc qui correspond forcément à une grande quantité d'eau qui va être rejetée dans l'océan. Alors toujours pour parler de l'albédo et donc le fameux effet climatiseur des pôles, bien quand une calotte glaciaire fond, en surface va se former un réseau de lacs et de rivières. Ici, vous avez plusieurs photos, que ce soit en Antarctique ou au Groenland, des photos aériennes, qui montrent qu'à la surface du glacier, on remplace de la neige et de la glace par un réseau de rivières et de lacs qui va avoir une couleur bien évidemment bleutée. Et ça vient amplifier le réchauffement, puisque entre de l'eau et de la glace, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas le même albédo. Donc la glace va emmagasiner plus de chaleur et donc va fondre d'autant plus vite. Ce que je viens de vous montrer par rapport à la banquise ou par rapport ici au Groenland, c'est ce qu'on appelle en climatologie une boucle de rétroaction. Et ça vient augmenter l'amplification polaire. Alors une boucle de rétroaction, comment ça marche? Par exemple celle de l'albédo ici. Vous avez une augmentation des températures à l'échelle globale, qui sont bien évidemment le fruit des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, qui vont générer une fonte de la glace et de la banquise, ce qui fait qu'on a plus de surface sombre au niveau des pôles, ce qui a pour conséquence de réduire l'albédo, donc d'avoir des terres qui sont plus sombres et donc qui emmagasinent plus de chaleur. Et donc, cette augmentation de l'absorption augmente les températures qui fondent la glace, plus de surface sombre, réduction de l'albédo, etc., etc. Donc, c'est un phénomène qui s'amplifie, c'est un phénomène qu'on pourrait un peu appeler boule de neige, donc qui s'intensifie, qui s'amplifie, et c'est donc pour ça qu'on a une amplification des températures à l'échelle des pôles. C'est pour ça qu'ils se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète.
J'aimerais juste vous parler aussi du permafrost. Donc le permafrost, c'est cette couche de glace qui est située sous le sol. Donc c'est un espèce d'énorme congélateur qui peut faire plusieurs mètres d'épaisseur et qui couvre une grande partie des terres qui sont situées au-dessus du cercle polaire, que ce soit au Canada, en Scandinavie ou en Sibérie. Sauf que quand on regarde ce qu'il y a dans ce permafrost, on a bien évidemment de la glace, mais tout ce que vous voyez à droite en orange, ça représente la quantité de carbone organique qui est piégée dans ce permafrost. Alors ce carbone organique, il vient quoi? Il vient principalement des végétaux. Il faut imaginer que pendant des périodes plus chaudes, dans ces régions, on a pu voir le développement de tourbières, de forêts, de lacs, qui a permis d'accumuler beaucoup de matière organique d'origine végétale. Ensuite, à la faveur d'un épisode plus froid, toute cette matière organique s'est retrouvée piégée dans le congélateur. Sauf que maintenant que ce congélateur, c'est un peu comme si on avait ouvert la porte du congélateur, donc il se réchauffe, et cette glace est en train de fondre. Quand la glace fond, eh bien, ça va libérer bien évidemment une partie de cette matière organique, mais ça va surtout réanimer tout un ensemble de bactéries, de microbes, de champignons qui vont venir dégrader cette matière organique. Et on a notamment ce qu'on appelle des bactéries méthanogènes qui, lorsqu'elles dégradent la matière organique piégée dans ce permafrost, va en même temps générer du méthane. Et donc, en lien avec cette dégradation du permafrost, en lien avec cette fonte du congélateur, eh bien, on a tout un tas de bactéries qui commencent à produire du méthane. Le méthane étant un gaz à effet de serre 40 fois plus puissant que le CO2. On sait, d'après les estimations, qu'on a environ l'équivalent de 1700 milliards de tonnes d'équivalent carbone, de gigatonnes, pardon, enfin 1700 milliards de tonnes d'équivalent carbone piégées dans ce permafrost, qui correspond à peu près à 40 fois les émissions de gaz à effet de serre anthropiques annuelles. Donc on a un énorme congélateur avec un gros stock de gaz à effet de serre qui n'attend qu'une chose, c'est de se libérer. Alors, il y a déjà des émanations naturelles de ce méthane, et on le voit très bien via cette image, il y a des fuites naturelles de méthane lorsque le permafrost fond. Donc à certains endroits, il suffit de craquer une allumette et vous allez avoir un joli feu d'artifice. Voilà, les fuites de méthane sont actuellement en train de se multiplier et donc de relâcher naturellement tout un tas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors pour terminer, je voudrais vous parler, parce que ça nous paraît assez lointain, les pôles, effectivement, c'est à plusieurs milliers de kilomètres, mais ce réchauffement au pôle, cette amplification polaire, a des conséquences jusqu'à nos latitudes. La conséquence principale, c'est d'affaiblir ce qu'on appelle des courants de jet. Alors les courants de jet, c'est quoi? C'est une espèce de rivière atmosphérique située à une dizaine de kilomètres d'altitude, où les vents circulent très rapidement, entre 100 et 300 km/h. C'est la petite bande bleue que vous voyez sur le schéma. Donc cette rivière atmosphérique, elle est liée à deux choses. Elle est liée à la rotation de la Terre, mais également au gradient de température entre le pôle Nord qui reçoit moins d'énergie solaire, donc qui est plus froid et caractérisé par des basses pressions, et les parties plus équatoriales qui reçoivent plus de quantité de chaleur avec des plus hautes pressions. Donc cette rivière atmosphérique, c'est véritablement une barrière géographique où des vents circulent très fort. On les appelle les courants de jet parce qu'ils sont bien connus de l'aviation. Ils sont souvent utilisés pour économiser du carburant, puisque vous avez une rivière qui va vous tracter naturellement en vous faisant économiser pas mal de carburant. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on amplifie les températures au pôle, on a moins d'écart de température entre les pôles et les latitudes plus basses. Ce qui fait que cette rivière atmosphérique, qui normalement est plutôt stable, commence à fortement onduler. C'est le cas de l'image de droite. Elles ondulent très fortement, elles forment des vagues qu'on appelle des ondes de Rossby. Et si on regarde une petite simulation de ces rivières, plus vous êtes en rouge, plus la vitesse des vents est importante, eh bien vous allez voir que ces rivières atmosphériques, eh bien progressivement, avec ce réchauffement climatique, elles vont onduler de plus en plus. Elles vont véritablement former comme des méandres d'une rivière. Et ça va venir modifier le climat et la météo. Je vous donne deux exemples. La canicule de 2003.
ou celle de 2023. C'est un petit peu près le même scénario. Le fait qu'on ait une ondulation très forte de cette rivière atmosphérique a fait remonter un dôme de chaleur provenant du sud. Et ce dôme de chaleur est resté stable pendant plusieurs semaines, ce qui a créé une canicule sans précédent. Donc, l'augmentation des températures, l'amplification polaire, s'est multiplié par 10 la récurrence de ces phénomènes de canicule en France. De la même manière, quelque chose que vous avez certainement entendu parler pendant l'hiver dernier, le fameux phénomène de gouttes froides, qui a généré beaucoup de pluie pendant ces derniers mois, eh bien, c'est aussi le résultat de l'affaiblissement de ces courants atmosphériques, de ces rivières atmosphériques. Comme vous le voyez sur l'image de gauche, plus cette rivière atmosphérique s'affaiblit, plus elle vient onduler, et elle ondule tellement, elle devient tellement sinueuse que parfois, hop, elle isole des petites poches en altitude d'air froid. Et ces petites poches d'air froid en altitude, eh bien, elles sont très peu mobiles, donc elles restent relativement fixes. Et de l'air froid en altitude qui se confronte à de l'air plus chaud à la surface, ça crée des précipitations. Et des précipitations intenses qui vont rester un peu figées sur une zone géographique. C'est pour ça qu'on a eu notamment des phénomènes des précipitations intenses et des inondations à plusieurs endroits en France cet hiver, notamment dans le nord de la France. C'est aussi ce phénomène de gouttes froides qui est à l'origine de la catastrophe naturelle qui s'est produite à Valence, en Espagne, l'année dernière. Alors la suite, eh bien la suite, c'est si on reprend toujours ces bandes du réchauffement, eh bien elle va être très dépendante des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Est-ce qu'elles vont s'affaiblir? Est-ce qu'il va y avoir des décisions politiques qui permettent de réduire à l'échelle planétaire les émissions de gaz à effet de serre? Les scénarios les plus optimistes, c'était les scénarios qui étaient, on va dire, proposés pendant la COP de Paris, dans les accords de Paris. Pour rester sous les 2 degrés à l'horizon 2100, il semblerait que pour l'instant, on ait du mal à mettre en place des accords ou alors des politiques climatiques ambitieuses. Le scénario intermédiaire, c'est ce qu'on appelle en anglais le business as usual, c'est le scénario actuel, c'est-à-dire qu'on reste sur la même tendance, ce qui va nous amener à 2100 vers plus 3,5 de température à l'échelle globale. Et les scénarios fortes et très fortes émissions, c'est soit on continue un développement économique, démographique dopé par les énergies fossiles, ou alors on met un frein à la diplomatie climatique, un repli sur soi, une montée du nationalisme. Chaque pays essaye d'assurer ses besoins énergétiques, peu importe le type d'énergie utilisée. Donc voici les 5 scénarios. En fonction de ces 5 scénarios, eh bien, on aura différentes amplifications polaires. Et à terme, on aura bien évidemment plus d'événements extrêmes climatiques, météorologiques au niveau de l'Europe occidentale. Voilà, je vous remercie.